Madame, Messieurs les modérateurs, chères consoeurs, chers confrères, avant d'aborder cette présentation, je tiens à remercier le président Jamel Belkadir pour son invitation et lui dire toute mon admiration pour les efforts qu'il poursuit depuis de nombreuses années avec son équipe dans la lutte contre le diabète au Maroc. Le rôle du cerveau dans la régulation glycémique fut découvert par Claude Bernard, qui observa qu'une piqûre du quatrième ventricule déclenchait chez le lapin une abondante glycosurie. Par la suite, la découverte de l'insuline focalisa longtemps l'intérêt de la recherche sur le pancréas. Ce n'est que plus tardivement que l'importance du cerveau dans le contrôle de l'homéostasie glucidique fit l'objet de travaux originaux. Le cerveau est effectivement le chef d'orchestre dans le contrôle de l'équilibre glycémique. En effet, la glycémie reste stable grâce à l'intervention d'un système régulateur qui corrige rapidement les fluctuations glycémiques induites par les repas ou par l'exercice physique, et le cerveau joue un rôle primordial pour assurer cet équilibre. La régulation de la glycémie obéit actuellement à un nouveau concept physiologique reposant sur l'axe cerveau-intestin avec trois acteurs interconnectés, les centres nerveux, regroupant l'hypothalamus et le tronc cérébral, le tube digestif, le microbiote intestinal. Un premier partenaire, les centres nerveux impliqués dans la régulation glycémique. L'hypothalamus et le tronc cérébral sont les principaux acteurs. Ils contiennent des neurones qui libèrent des neurotransmetteurs qui vont moduler les prises alimentaires et les fluctuations glycémiques en fonction des sollicitations hormonales et nerveuses provenant de divers tissus périphériques, entre autres l'intestin, la veine porte, le pancréas et le tissu adipeux. Un premier groupe de centres nerveux dans le noyau arqué assure le contrôle des prises alimentaires en libérant des neurotransmetteurs qui vont stimuler l'appétit ou au contraire le réduire. Dans la partie ventromédiane, des neurones libèrent le neuropeptide Y et la protéine agouti qui stimulent la prise alimentaire. Dans la zone latérale, les neurones à propiomélaноcortine ont un effet anorexigène. Ces centres nerveux sont sensibles à des stimuli périphériques en provenance du tissu adipeux, de l'intestin, de la veine porte et du pancréas. Les approches électrophysiologiques et les techniques de marquage rétrograde ont individualisé dans l'hypothalamus et le tronc cérébral des neurones sensibles aux fluctuations glycémiques. C'est ainsi qu'une élévation de la glycémie, à droite la partie verte, va stimuler les neurones régissant les fibres vagales, provoquant une sécrétion d'insuline et le stockage hépatique du glucose. À l'opposé, une chute glycémique, partie gauche rose, activera les neurones régissant les fibres cholinergiques, provoquant une libération de glucagon et une glycogénolyse. D'autre part, il est important de souligner que les molécules de glucose exercent une action directe sur les neurones glucosensibles. Les astrocytes jouent un rôle important dans la régulation glycémique. En effet, comme vous le voyez sur cette figure, ils constituent un réseau périneuronal qui joue un rôle actif dans la détection et le transport du glucose entre les capillaires sanguins et les neurones glucorégulateurs. Un deuxième partenaire, c'est l'intestin. L'intestin a établi d'étroites connexions neuro-hormonales avec le cerveau. Il participe régulièrement au contrôle nerveux de l'appétit et à la régulation des prises alimentaires. Richement innervée, la paroi intestinale contient des cellules endocrines sécrétant plusieurs hormones peptidiques qui activent les neurones hypothalamiques contrôlant l'appétit et la glycémie. Certaines ont un effet anorexigène, par exemple le peptide YY, la cholécystokinine, le GLP1, alors que la gréline et le NPY ont une action orexigène. Ce système est modulé par le mode de vie et tout en étant dépendant des prédispositions génétiques et épigénétiques. La zone hépatoportale est un carrefour où convergent les nutriments et le glucose provenant de la digestion du bol alimentaire et de la néoglucogénèse intestinale. Les parois de la veine porte ici
sont richement innervés par un réseau de neurones connectés avec les nerfs vagues et splanchniques. Le récepteur du glucose, cotransporteur du sodium, va détecter au sein de la veine porte les variations de concentration du glucose provenant du bol alimentaire ou de la néoglucogénèse intestinale. Un message est alors envoyé à l'hypothalamus qui déclenchera les mécanismes de contre-régulation permettant de maintenir l'homéostasie glucidique. Nous arrivons enfin à un troisième partenaire et non le moindre, le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal est un ensemble de bactéries réparties le long du tractus intestinal et dont la composition varie selon de nombreux paramètres. Le microbiote a de multiples fonctions qui figurent sur cette plaque. Je ne les commenterai pas toutes, ce serait trop long, mais je voudrais simplement insister sur l'une d'entre elles, la fermentation des fibres alimentaires en acides gras à chaîne courte qui contribue à la néoglucogénèse intestinale, et ensuite souligner les liaisons du microbiote avec le cerveau, comme cela est représenté sur la figure suivante, où vous voyez une autoroute à plusieurs voies. En effet, le microbiote va être en relation avec le cerveau en influant la sécrétion des neuropeptides par les cellules entéro-endocrines de l'intestin, en stimulant les cellules immunitaires intestinales et production de cytokines qui auront une action pro-inflammatoire, et la stimulation directe des neurones du système nerveux entérique. Nous en arrivons maintenant aux implications, à cette question qui peut paraître saugrenue, l'intestin est-il un deuxième cerveau? Voilà une question qui mérite toutefois quelques commentaires. Il existe des connexions nerveuses directes entre l'intestin et plusieurs viscères impliqués dans le métabolisme du glucose. Muller et collaborateurs ont tout récemment découvert qu'une population de neurones entériques modulables par le microbiote active directement la sécrétion d'insuline par l'intermédiaire d'un neurotransmetteur, le CART, sans relais hypothalamique. L'autonomie de l'intestin dans le contrôle de l'appétit et de la régulation glycémique peut donc justifier le qualificatif de deuxième cerveau ou little brain. À la suite de ce rappel de physiologie, j'en viens maintenant aux aspects cliniques, avec trois parties: les conséquences cérébrales des fluctuations glycémiques, les rapports entre le diabète et certaines maladies neurodégénératives et les maladies psychiatriques. Voyons tout d'abord les fluctuations glycémiques et leur retentissement sur les fonctions cérébrales. Le cerveau étant un organe glucodépendant, il n'est pas surprenant qu'il soit sensible aux fluctuations glycémiques, mais les conséquences dépendront de leur importance et surtout de leur chronicité. Je n'insisterai pas beaucoup sur les fluctuations aiguës transitoires que vous connaissez bien, génératrices de coma, cétoacidosiques, hyperosmolaires et hypoglycémiques, pour attirer votre attention sur l'importance des fluctuations chroniques répétitives qui auront des conséquences délétères à long terme sur le fonctionnement cérébral. C'est ainsi que les hypoglycémies chroniques, si fréquentes chez de nombreux diabétiques et trop souvent méconnues, sont susceptibles, partie droite de la figure, de créer des dommages cérébraux, comme cela a été démontré par de très nombreuses publications, entraînant une perte de la cognition, et cette perte de cognition va elle-même être génératrice d'hypoglycémie beaucoup plus fréquente, créant ainsi un cercle pathologique. L'hyperglycémie chronique va également avoir des conséquences. Il est notoire que la majorité des diabétiques présentent un équilibre glycémique défectueux, comme cela a été récemment bien démontré chez les diabétiques insulinés par l'étude SAGE et chez les types 2 par l'étude Diabetes Management Practice Study. Or, l'hyperglycémie chronique va affecter le cerveau par plusieurs mécanismes. La microangiopathie qui affecte tous les organes et n'épargne pas le cerveau. Et puis la production de produits avancés de la glycation, source de cytokines pro-inflammatoires et de stress oxydatif. Il n'est donc pas surprenant que les études épidémiologiques confirment que les accidents vasculaires cérébraux sont significativement beaucoup plus élevés chez les diabétiques, de même que les troubles cognitifs.
J'en viens maintenant à la deuxième partie de ces études cliniques qui concerne les relations entre diabète et maladies neurodégénératives. Pourquoi ce sujet a-t-il de l'importance? Pour deux raisons. Parce qu'un lien épidémiologique existe entre le diabète de type 2 et les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, et surtout parce qu'un mécanisme physiopathologique commun rapproche ces affections, l'insulinorésistance. En ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, je rappellerai qu'elle est caractérisée par les dépôts de plaques amyloïdes dites séniles et par la dégénérescence neuronale liée au dépôt intracellulaire d'amas fibrillaires et de protéines tau. De nombreuses études ont confirmé la plus grande prévalence de la maladie d'Alzheimer chez les diabétiques par rapport à une population témoin, comme le confirme cette méta-analyse. L'insulinorésistance est un dénominateur commun entre le diabète de type 2 et la maladie d'Alzheimer, avec des conséquences identiques sur la cognition et sur les troubles métaboliques. L'imagerie cérébrale révèle que l'insulinorésistance mesurée par le test TOMA est corrélée avec la perte de volume de la substance grise dans la région temporale interne, suggérant sa participation à ces dommages cérébraux. Insulinorésistance et hyperglycémie chronique s'associent pour générer les lésions dégénératives caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. En effet, la résistance à l'insuline favoriserait la transformation fibrillaire de la protéine tau et l'accumulation de substances bêta-amyloïdes. Cette résistance à l'insuline existe dans les structures cérébrales de sujets non diabétiques atteints de maladie d'Alzheimer, ce qui a conduit certains auteurs à qualifier cette affection neurodégénérative de diabète cérébral de type 3. L'hyperglycémie chronique, pour sa part, exerce une action pathogène en favorisant la production de produits avancés de la glycation qui se lient à des récepteurs, générant un stress oxydatif et une inflammation neuronale. Les liens étroits entre diabète et maladie d'Alzheimer ont conduit à tester l'efficacité de divers antidiabétiques sur les troubles cognitifs. Les résultats sont sujets à controverse. Une série de publications dont j'ai cité les titres ici semble confirmer une amélioration modeste des fonctions cognitives, surtout chez les sujets traités par insuline nasale et surtout chez ceux qui ne possèdent pas le variant APO4 de l'apolipoprotéine E. Les insulinosensibilisateurs auraient également peut-être un effet bénéfique. Mais une autre méta-analyse ne retient pas d'effet significatif de ces médicaments dans cette pathologie. Un lien épidémiologique et physiopathologique réunit diabète et maladie de Parkinson. Je rappellerai que la maladie de Parkinson est caractérisée par la dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire, secondaire à l'agrégation d'une protéine, l'alpha-synucléine. Plusieurs méta-analyses confirment un risque accru de maladie de Parkinson chez les diabétiques, en liaison, comme cette plaque le montre bien, voyez, il y a ici la durée du diabète pour les différentes études, en liaison avec la durée du diabète. Plusieurs travaux ont confirmé un défaut de signalisation de l'insuline dans le cerveau des Parkinsoniens, avec une diminution de l'ANM de l'insuline dans la substantia nigra pars compacta. L'insulinorésistance, comme montré ici, contribue à l'agrégation de l'alpha-synucléine en fibrille, entraînant l'apoptose, le dysfonctionnement mitochondrial et la dégénérescence des cellules nerveuses. Enfin, troisième type de pathologie, les maladies psychiatriques. Bien là, il y a une abondante littérature qui confirme qu'il y a un lien entre diabète et dépression de manière bidirectionnelle, de même qu'entre diabète gestationnel et dépression. D'où l'intérêt de dépister l'une ou l'autre de ces pathologies, savoir rechercher le diabète chez les sujets en dépression et vice-versa.
De même pour diabète et schizophrénie. La prévalence du diabète est nettement augmentée, significativement augmentée chez les schizophrènes par rapport à une population témoin, et plusieurs auteurs ont souligné, et c'est bien connu, le rôle diabétogène des antipsychotiques atypiques. J'en viens maintenant à la dernière partie, la partie thérapeutique, si vous voulez. Eh bien, je crois qu'un éclairage nouveau sur le mode d'action de plusieurs thérapeutiques antidiabétiques est issu des recherches sur le fonctionnement de l'axe intestin-cerveau. Je n'insisterai pas sur l'intérêt des pré-probiotiques, d'Akkermansia mucinifila, qui ont fait l'objet d'une littérature très abondante, mais qui, à mon avis, ce problème est pollué par l'aspect commercial du problème. Par contre, je voudrais souligner l'intérêt de certains traitements antidiabétiques qui sont issus de ces recherches et qui ont permis de mieux comprendre leur mode d'action. C'est ainsi que pour la metformine, on a montré ses effets bénéfiques sur la dysbiose intestinale. Vous avez ici une figure avec deux parties, gauche et droite. À gauche, il s'agit de diabétiques qui ne sont pas traités par la metformine. Et vous voyez qu'il y a un appauvrissement du microbiote et une perméabilité accrue de la membrane intestinale à des germes pathogènes. Sous metformine, les choses se transforment. Le microbiote retrouve sa vigueur naturelle et la membrane intestinale, la paroi intestinale redevient hermétique aux germes pathogènes. Je voudrais également parler du GNLP1, médicament que vous connaissez bien. Eh bien, ce GNLP1 a des effets d'abord sur la glycémie, grâce en stimulant la sécrétion d'insuline et la prolifération et la survie des cellules bêta. Mais son action ne s'arrête pas au pancréas. Il a aussi une action sur le cerveau et au niveau hypothalamique, entraînant une réduction de l'appétit, à tel point qu'actuellement, les analogues du GNLP1 sont proposés dans le traitement de l'obésité indépendamment du diabète. Et enfin, il y a le problème de l'intérêt de la chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique, qu'il s'agisse de sleeve ou de bypass, entraîne une rémission rapide du diabète, c'est bien connu, mais par plusieurs mécanismes. Et ces mécanismes interviennent au niveau de l'intestin en activant la sécrétion des hormones anorexigènes et hypoglycémiantes, mais aussi en modifiant dans un sens favorable la composition du microbiote. Je voudrais enfin terminer en vous parlant de quelques nouvelles perspectives thérapeutiques. En effet, il est paru dans la littérature d'intéressants travaux qui auront peut-être un jour un débouché thérapeutique. J'en citerai trois. Un de Brown, tout récent. L'injection au niveau de l'éminence médiane d'un facteur de croissance des fibroblastes entraîne une rémission durable du diabète. Et c'est ça qui est très intéressant chez des souris diabétiques de type 2, en agissant sur les structures cellulaires périneuronales participant à l'activité des neurones glucosensibles. Et cela renvoie à l'importance des astrocytes dont j'ai parlé dans la première partie de mon exposé. Une deuxième étude tout à fait différente comme cible de Brial et collaborateurs qui ont mis en évidence un composé organique produit par la flore intestinale, le 4-crésol, qui stimulerait la prolifération et la fonction des cellules bêta produisant l'insuline. Et enfin, l'équipe de Cani a montré que chez les souris diabétiques, il existe un déficit du microbiote en un acide gras qui pourrait expliquer l'hypermotilité intestinale, brouillant selon les auteurs les messages intestin-cerveau. Bien entendu, il s'agit là de travaux de recherche qui n'ont pas encore eu de débouchés pratiques, mais cela pourrait venir. En conclusion, le cerveau est le chef d'orchestre de la régulation glycémique en liaison avec l'intestin et le microbiote, auquel il est étroitement connecté par des mécanismes neuro-hormonaux. Le rôle des hypoglycémies et de l'hyperglycémie chronique dans l'apparition des lésions cérébrales des diabétiques incite à rechercher un équilibre métabolique optimisé le plus précoce possible. Des liens épidémiologiques et physiopathologiques communs rapprochent les démences neurodégénératives et le diabète.
L'insulinorésistance cérébrale paraît jouer un rôle important dans le développement des lésions neurologiques caractéristiques de ces affections. L'insulinorésistance centrale existe dans le cerveau de patients Alzheimer non diabétiques, aboutissant au concept de diabète cérébral de type 3. La connaissance des fonctions glucorégulatrices de l'axe intestin-cerveau a permis l'acquisition de molécules originales utilisées dans le traitement du diabète de type 2. Et enfin, de récentes découvertes sur le fonctionnement de l'axe intestin-cerveau ouvrent de nouvelles et intéressantes perspectives thérapeutiques.